Je me suis réveillé du coma dans une chambre vide. Pas de frères et sœurs. Juste un mot de mon père, on a arrêté de payer. Bonne chance. J'ai pleuré pendant 1 heure. Puis mon avocat est entré avec un homme en costume que je ne reconnaissais pas. Votre père a fait une erreur, a souri l'avocat. Il a oublié qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Corin Andrew. J'ai 28 ans. Je me suis réveillé d'un coma de 3 semaines, dans une chambre d'hôpital vide. Pas de père, pas de frère, pas de fleurs, pas de cartes, pas même un paquet de chips à moitié mangé sur la chaise des visiteurs. Rien. Juste une simple feuille de papier à lettres épais sur ma table de chevet, filigranée, imprimée avec l'entête de la résidence Andrew, Greenwich, Connecticut. L'écriture de mon père juste en dessous. Karen, nous avons décidé d'arrêter de couvrir tes frais médicaux. Tes frères sont d'accord pour dire qu'il est temps que tu te débrouilles seul. Bonne chance, papa. Je l'ai lu 4 fois. Puis, j'ai pleuré pendant 1 heure. Mais mon père a commis une erreur. Il a oublié ce que ma mère avait laissé derrière elle. Et il a définitivement oublié l'homme en costume gris, celui qui est entré dans ma chambre le 3e jour. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début, dans la maison où j'ai grandi, et vers cette famille qui m'a appris que le silence était la même chose que l'amour. Je suis infirmière en soins intensifs. Équipe de nuit, 12 heures de garde, 12 heures de repos, dans un hôpital de taille moyenne à Stanford, Connecticut. Je vis seul, dans un 2 pièces au mur fin, avec un radiateur qui claque à 2 heures du matin. Je paie mon propre loyer. J'achète mes propres courses. Je conduis une Honda Civic de 9 ans, avec une bosse sur la portière passager que je n'ai jamais fait réparer, parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus important. Une facture d'électricité, une nouvelle paire de chaussures de travail, ou une autre mensualité de prêt étudiant. La famille Andrew vit à 26 minutes de là, mais on dirait une autre planète. La maison de mon père, celle où j'ai grandi, est une coloniale de 5 chambres à Greenwich. Façade en pierre, portail en fer forgé, piscine chauffée à l'arrière, et un garage 3 places où sa Range Rover trône à côté de la Mercedes de ma belle-mère et de la BMW de mon frère Preston. La table de la salle à manger est en noyer, faite sur mesure, et peut accueillir 12 personnes. Chaque dimanche, Diane met le couvert pour 4. Harold en bout de table, Diane à sa droite, Preston en face d'elle, et parfois Grant, mon jeune frère, s'il est en ville. Il n'y a jamais eu de 5e chaise. J'ai arrêté d'être surprise par ça, il y a des années. On ne peut s'inviter au dîner de sa propre famille qu'un certain nombre de fois avant de comprendre le message. La dernière fois que j'ai essayé, Diane m'a souri depuis l'embrasure de la porte et a dit « Oh, Karen, on ne t'attendait pas, laisse-moi voir si nous avons assez. » Il y avait 2 entrecôtes intactes sur le comptoir derrière elle. Mon père n'a pas levé les yeux de son téléphone. C'était il y a 3 ans. Après ça, j'ai juste arrêté. J'ai arrêté d'appeler le dimanche, arrêté de conduire jusqu'à Greenwich, arrêté de faire semblant que si j'étais assez sage, assez calme, assez utile, il finirait par me faire une place. Mais je devrais expliquer pourquoi c'était toujours moi qui essayais. Pourquoi j'ai passé 16 ans à croire que je leur devais quelque chose. Pour ça, je dois remonter à mes 12 ans. Ma mère s'appelait Margaret Ellis Andrew. Elle était chaleureuse, d'une façon qui ne s'impose pas. Le genre de personne qui laissait des mots dans votre boîte à déjeuner, et qui se souvenait exactement de comment vous aimiez vos œufs. Elle venait d'un milieu aisé, le côté Ellis, bien qu'elle n'en parlât jamais. Ce dont je me souviens le plus, ce sont ses mains sur les touches du piano, m'apprenant les gammes le samedi matin, et la montre Cartier qu'elle portait toujours, un fin bracelet en or, cadeau de ma grand-mère, Eleanor. Elle ne l'enlevait jamais. Le 7 mars, j'avais un récital de piano à l'école, une petite chose, 12 enfants dans un gymnase. Mais je m'étais entraîné pendant des semaines. Mon père avait dit qu'il viendrait me chercher à 8h30. Il n'est pas venu. J'ai attendu dans le hall de l'école pendant 45 minutes, appelant son portable. Messagerie, à chaque fois. Finalement, j'ai appelé ma mère. Elle était déjà rentrée depuis des heures. Elle pensait que tout était géré. Elle n'a pas hésité. Reste à l'intérieur, bébé. J'arrive. Il pleuvait, il ne brunait pas, il pleuvait à verse,
le genre de tempête de mars du Connecticut qui transforme les routes en rivières. Ma mère a sorti sa berline dans ce déluge, parce que sa fille de 12 ans attendait seule dans le hall d'une école et que son mari ne répondait pas au téléphone. Elle n'est jamais arrivée. Une camionnette a fait de l'aquaplaning et a grillé un feu rouge sur la route 106. L'impact a eu lieu côté conducteur. Elle a été prononcée morte à l'hôpital de Stanford à 21h47. Mon père est arrivé à l'hôpital 1 heure plus tard. J'étais assise sur une chaise en plastique dans le couloir, portant toujours ma robe de récital, tenant un gobelet en papier rempli d'eau qu'une infirmière m'avait donné. Il s'est tenu au-dessus de moi. Il ne s'est pas agenouillé. Il ne m'a pas prise dans ses bras. Il a dit, « Ta mère a pris la voiture sous cette tempête à cause de toi. » Ma grand-mère, Eleanor, m'a tenu dans ses bras aux funérailles 3 jours plus tard et a chuchoté, « Ta mère a fait en sorte que tu sois à l'abri du besoin. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. J'avais 12 ans, et je venais d'apprendre que l'amour pouvait être une chose pour laquelle on est puni d'en avoir besoin. Diane Mersey est entrée dans nos vies 2 ans plus tard. Elle était soignée, d'une façon que ma mère n'avait jamais essayé d'être. Brushing tous les jeudis, ballerine Chanel, un sourire qui arrivait une demi-seconde avant que ses yeux ne suivent. Elle a apporté des cadeaux la première fois qu'elle est venue dîner, une écharpe en cachemire pour moi, un portefeuille en cuir pour Grant. Elle m'a appelé ma chérie et m'a dit que j'avais les pommettes de ma mère. En 6 mois, elle avait emménagé. En 1 an, elle et mon père étaient mariés. En 2 ans, tout ce qui avait appartenu à ma mère avait disparu. C'est arrivé par morceaux, si lentement que je ne l'ai pas remarqué avant que ce ne soit fini. D'abord les photos. Le portrait de Margaret au-dessus de la cheminée, remplacé par un paysage que Diane avait déniché à Nantucket. Puis le piano. On a besoin d'espace pour le bureau de Preston, ma chérie. Tu comprends? Puis ma chambre. Un après-midi, je suis rentré de l'école et mes affaires avaient été déplacées dans la chambre du grenier, au 3e étage. Diane a dit que ce serait plus privé pour moi. La chambre avait un plafond mansardé et pas de placard. Preston était son fils d'un précédent mariage, 4 ans plus âgé que moi, déjà à l'université quand Diane a épousé mon père. Mais Harold le traitait comme le premier-né qu'il avait toujours voulu. Preston reprendra l'entreprise un jour, disait-il au dîner. Preston comprend comment le monde fonctionne. La carte de vœux familiale cette année-là montrait 4 personnes. J'étais chez une amie quand ils ont pris la photo. Personne ne me l'avait dit. J'ai demandé une fois à mon père, j'avais peut-être 15 ans, si ma mère avait laissé des papiers, des documents, quoi que ce soit. Il a posé sa fourchette, m'a regardé avec ce regard plat et fixe qui pouvait réduire une salle de conseil au silence. Ta mère n'a rien laissé, Karen. Elle a laissé des dettes. J'ai tout épongé. N'en parle plus. Tu en as fait assez. Alors, je ne l'ai pas fait. 16 ans. C'est le temps que j'ai porté cette phrase dans ma poitrine, comme une pierre que je ne pouvais pas recracher. Ta mère a pris la voiture sous cette tempête à cause de toi. Ça a tout façonné. Pourquoi je ne me suis pas battu pour ma chambre? Pourquoi je n'ai rien dit quand le piano a disparu? Pourquoi j'ai refusé la bourse partielle pour l'école d'infirmière et suis allé dans un programme moins cher à la place? Parce que mon père avait dit, l'infirmerie, c'est très bien pour quelqu'un avec tes limitations. Ne gaspille pas les ressources. Je l'ai cru. J'ai tout cru. Parce que quand on vous dit à 12 ans que vous avez causé la pire chose qui soit jamais arrivée à votre famille, vous passez le reste de votre vie à essayer de réparer ça. Vous ne posez pas de limites. Vous ne posez pas de questions. Vous dites « oui, monsieur, et merci ». Et vous prenez les miettes d'attention qu'il vous lance, en vous convainquant que c'est à ça que ressemble l'amour. C'était ma vie jusqu'au 14 mars de cette année. Je rentrais chez moi après une garde de 12 heures en soins intensifs. Il était presque minuit. J'étais fatigué. Ce genre de fatigue qui vit derrière vos yeux. Et je n'ai pas vu le camion-fourgon griller le feu rouge sur Elm Street, jusqu'à ce qu'il remplisse déjà mon pare-brise. Je ne me souviens pas de l'impact. Je ne me souviens pas de l'ambulance. On m'a dit que mon cœur s'est arrêté une fois aux urgences et qu'ils m'ont ramené. On m'a dit que mon père a été appelé. Il était toujours listé comme mon contact d'urgence, un détail que je n'avais jamais mis à jour parce qu'une partie de moi croyait encore qu'il viendrait. Il est venu une fois, la première semaine.
Grant m'a dit plus tard qu'Harold s'était tenu dans l'embrasure de la porte, avait regardé les machines auxquelles j'étais branché, et avait dit « ça va coûter cher ». Puis il est parti. Deuxième semaine, seul Grant a visité. Troisième semaine, personne. Et puis je me suis réveillé avec ce mot. Mais voilà le truc. Une semaine avant l'accident, en emballant un carton de vieilles affaires du placard de mon appartement, j'avais trouvé quelque chose. Une enveloppe déchirée au fond d'un carton que j'avais pris du grenier de Greenwich, il y a des années. Elle portait mon nom, mon ancienne adresse au domaine, et un logo que je ne reconnaissais pas. Une banque ou une société financière. La lettre à l'intérieur avait disparu, juste l'enveloppe, déchirée et vide. Je l'avais jetée de côté, pensant que c'était du courrier indésirable. J'aurais aimé regarder de plus près. Il faut que vous compreniez ce que c'est que de se réveiller d'un coma. Ce n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas d'ouverture des yeux dramatique, pas de respiration haletante pendant que des proches serrent votre main. C'est lent, brumeux. Ma gorge était à vif à cause du tube d'intubation. Mon poignet gauche était dans le plâtre. Chaque articulation de mon corps donnait l'impression d'avoir été remplie de sable mouillé. Les lumières fluorescentes au-dessus de moi bourdonnaient, et pendant longtemps, c'était le seul son. Pas de voix, pas de pas, personne pour dire elle est réveillée. J'ai tourné la tête lentement, parce que même ça faisait mal, et j'ai vu la chambre, une chaise visiteur vide, un arrangement fané d'œillet sur le rebord de la fenêtre, le genre que la boutique de cadeaux de l'hôpital vend pour $12. La cellophane était poussiéreuse. Personne n'y avait touché depuis des jours. Puis j'ai vu le mot. Je l'ai lu comme on lit quelque chose qui ne peut pas être réel. Nous avons décidé d'arrêter de couvrir tes frais médicaux. Tes frères sont d'accord pour dire qu'il est temps que tu te débrouilles seul. Bonne chance, papa. Papier épais couleur crème, avec l'entête de la famille Andrew embossée en haut. L'écriture de mon père, précise, légèrement inclinée vers la gauche, la même main qui signait mes bulletins scolaires sans les lire. J'ai appuyé sur le bouton d'appel infirmière. Une femme nommée Linda est entrée, a vérifié mes signes vitaux, et m'a dit que j'avais été inconsciente pendant 22 jours. Quelqu'un est venu, ai-je demandé. Ma voix sonnait comme du gravier. Elle a hésité. Une femme est passée il y a environ une semaine, a signé des papiers de décharge de responsabilité, et nous a dit de vous faire suivre toutes les factures futures directement. Elle a apporté ses fleurs. Linda a fait un signe de tête vers les œillets fanés. Elle semblait pressée. Diane, bien sûr. J'ai serré ce mot contre ma poitrine et j'ai pleuré pendant 1 heure. Pas parce qu'ils étaient partis. Je pense qu'une partie de moi a toujours su qu'ils le feraient. J'ai pleuré parce que j'avais enfin compris. Ils n'avaient jamais vraiment été là. Allongé dans ce lit d'hôpital, les souvenirs revenaient par vagues. Chaque moment où j'avais ravalé ma propre voix pour garder la paix. Ma remise de diplôme d'infirmière. J'avais fini première de ma promotion. Distinction clinique. 3 lettres de recommandation de médecins traitants. J'avais envoyé la date et l'heure par SMS à mon père 2 mois à l'avance. Le matin même, il a répondu, un imprévu. Félicitations. Pas de point d'exclamation. Grant voyageait. Diane n'a pas répondu du tout. J'ai traversé l'estrade sous les applaudissements polis d'inconnus, et j'ai pris un selfie sur le parking dans ma toge, seul, appuyé contre ma Civic. J'ai toujours cette photo. J'ai l'air d'essayer très fort de sourire. Thanksgiving, il y a 2 ans. Diane recevait 20 invités à la maison de Greenwich. La table était dressée avec son nouveau cristal Waterford et des chemins de table en eucalyptus frais. Elle a présenté Preston à tout le monde. Voici Preston, l'aîné d'Harold. Il est dans l'immobilier commercial maintenant. Nous sommes si fiers. Pendant que je portais des plats depuis la cuisine, l'un des partenaires d'affaires d'Harold a demandé qui j'étais. Mon père a dit, c'est Karen. Elle donne un coup de main. Pas ma fille. Pas même elle est infirmière. Elle donne un coup de main, comme le traiteur. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle pendant 1 heure, pendant que Preston montrait aux invités sa nouvelle BMW, un cadeau de papa pour avoir conclu sa première affaire. J'avais demandé à mon père de l'aide pour une caution d'appartement 6 mois plus tôt, sa réponse, peut-être que si tu avais choisi une vraie carrière, tu n'aurais pas besoin de demander. Je continuais à y retourner. Chaque fête,
Chaque anniversaire où je n'étais pas invité, mais où je me présentais quand même. Parce que quelque part en moi, la Karen de 12 ans se tenait encore dans ce hall d'école, attendant que quelqu'un vienne. Et le pire, c'est que je pensais que c'était de l'amour. Je pensais que c'était ce que je méritais. 2 jours après mon réveil, j'ai essayé d'appeler ma famille. Le numéro de Grant est tombé directement sur un message, ce numéro n'accepte pas les appels de cette ligne. J'ai fixé mon téléphone. Bloqué. Le numéro de mon propre frère, bloqué. Je me suis dit qu'il avait peut-être changé de téléphone. Peut-être que c'était une erreur, mais mes mains tremblaient. J'ai appelé le portable de mon père. Messagerie. Je n'ai pas laissé de message. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Salut, papa. J'ai failli mourir. Juste pour prendre des nouvelles. J'ai appelé la maison. Diane a décroché à la 3e sonnerie. Je pouvais entendre ses talons sur le carrelage. La cuisine, probablement. Elle sonnait exactement comme toujours, chaleureuse, mesurée, complètement en contrôle. Karen, comment te sens-tu? Nous avons entendu dire que tu étais réveillée. J'étais dans le coma, Diane, pendant 3 semaines. J'ai failli mourir. Une pause. Puis, avec cette voix, celle qu'elle utilise quand elle veut vous faire sentir que vous êtes déraisonnable, et nous sommes heureux que tu ailles bien. Vraiment. Mais ton père et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il est préférable pour tout le monde que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Tu as 28 ans. La plupart des gens de ton âge ne comptent pas sur leur famille pour leur facture médicale. Tu as signé des papiers transférant ma dette hospitalière sur moi alors que j'étais inconsciente. Nous essayons de t'aider à grandir, ma chérie. Tu ne peux pas continuer à t'appuyer sur ton père éternellement. J'ai serré le téléphone si fort que mon plâtre me faisait mal. C'est ça que c'est? Grandir? La voix de Diane a baissé d'un demi-ton. Le mariage de Preston est dans 3 mois. Nous avons des dépenses. Ton père a une affaire très importante qui se conclut. Ce n'est pas le bon moment pour le drame, Karen. Puis elle a ajouté, presque après coup, et je devrais te dire, nous avons fait savoir à la famille que tu as décidé de suivre ta propre voie. Tout le monde comprend. Elle a raccroché. Elle avait déjà réécrit l'histoire. Dans la version de Diane, c'était moi qui étais parti. Laissez-moi vous parler des chiffres. 3 semaines en soins intensifs, une chirurgie d'urgence de la rate, un poignet fracturé, 2 côtes fêlées, un léger traumatisme crânien. La facture totale avant assurance, un peu plus de 187 000 $. Le plan de mon employeur en couvrait une partie, mais après les franchises et les frais hors réseau pour les spécialistes que la visite initiale d'Harold avait autorisé, à l'époque où il faisait encore semblant d'être impliqué, je fixais environ 43 000 $ de responsabilité personnelle. Mon compte épargne contenait 6 200 $. Je ne pouvais pas travailler pendant au moins 8 semaines. Ma voiture était une épave. La réclamation d'assurance auto était toujours en cours de traitement. Mon bail d'appartement se terminait dans 6 semaines et je n'avais pas de quoi payer le premier et le dernier mois pour un nouvel endroit. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, dans une blouse qui s'attachait dans le dos, faisant défiler une demande d'aide financière sur un téléphone à l'écran fissuré. Et la somme totale de mon soutien dans ce monde était un bouquet fané, venant d'une femme qui avait renoncé à ma couverture médicale pendant que j'étais inconsciente. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé le plafond, ces dalles acoustiques avec les petits trous que l'on compte quand on n'arrive pas à dormir. J'ai pensé à ma mère, à ce qu'elle dirait si elle pouvait me voir maintenant. Et puis j'ai pensé à ce que mon père m'avait dit pendant 16 ans. Qu'elle n'avait rien laissé. Qu'elle avait laissé des dettes. Que j'étais la raison pour laquelle elle était partie. J'ai ramassé ce mot sur ma table de chevet. Lu une fois de plus. Bonne chance. Je l'ai plié soigneusement, placé dans le tiroir, et j'ai dit à voix haute, à personne, ça suffit. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite, mais j'avais fini de mériter leur amour. J'avais 28 ans et j'avais fini. C'était mardi. Le jeudi, un homme que je n'avais jamais vu auparavant a frappé à la porte de ma chambre d'hôpital. Avant d'arriver à l'homme à la porte, je dois vous dire ce qu'Harold faisait pendant que je calculais comment survivre. Il gérait le récit. Mon téléphone a vibré mercredi matin avec un texto de ma tante Claire, la sœur d'Harold, que j'avais vue peut-être 5 fois au cours de la dernière décennie. Karen,
j'ai vu l'email de ton père. Je suis vraiment déçu de toi. Après tout ce qu'il a fait. Je ne savais pas de quoi elle parlait. 1 heure plus tard, une amie de fac nommée Becca m'a transféré l'email. Elle a écrit en haut « Eh, c'est réel ? Ça ne te ressemble pas. » L'email provenait de l'adresse personnelle d'Harold, envoyée à ce qui ressemblait à sa liste de contacts entière. Parents, associés, famille, amis, au moins 30 personnes. L'objet, une mise à jour familiale difficile. Je vous épargnerai la majeure partie, mais les lignes clés se sont gravées dans ma rétine. Karen a malheureusement brûlé toutes les opportunités que nous lui avons données. Elle a refusé de prendre ses responsabilités et a blâmé cette famille pour ses propres choix. Après des années de soutien, nous avons pris la décision douloureuse de prendre du recul, pour son propre bien. Et puis à la fin, la phrase qui m'a fait mal au ventre, sa mère aurait honte. Sa mère aurait honte. Il a écrit ça sur moi, sa fille allongée dans un lit d'hôpital, et l'a envoyé à tous ceux que nous connaissions. La contribution de Diane était plus subtile. Un commentaire sur le groupe Facebook privé de la famille, nous avons tout essayé. Parfois, il faut juste les laisser tomber pour qu'ils apprennent. Je prie pour elle. Prier, avec un emoji cœur. En quelques heures, mon téléphone était plein de messages de gens que je connaissais à peine. Tous faisaient écho à la version d'Harold. Nous sommes si désolés que ton père ait eu à traverser cela. Nous espérons que tu obtiendras l'aide dont tu as besoin. Personne ne m'a demandé ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. Harold Andrew était le patriarche, le philanthrope, l'homme qui s'est fait tout seul, et je n'étais que Karen, la difficile. Preston a appelé jeudi matin. J'ai failli ne pas répondre. Mais il y avait une partie de moi, cette même partie stupide et têtue qui était retournée dans cette maison pendant 28 ans, qui pensait que peut-être il appelait pour s'excuser. Peut-être qu'il avait vu l'email et réalisé que c'était allé trop loin. Karen. Pas de « et » ou « comment vas-tu », juste mon nom, plat, comme s'il confirmait une réservation. Écoute, je vais être franc avec toi. Papa est généreux, là. Il pourrait te demander de rembourser chaque dollar qu'il a dépensé pour toi au fil des ans. Il choisit de ne pas le faire. Tu devrais prendre ça comme le cadeau que c'est. Je viens de me réveiller d'un coma, Preston. Et tu vas bien maintenant. Tu parles. Tu réfléchis, tu vas bien. Le point est que Diane t'a envoyé des papiers, un formulaire de décharge. Tu le signes. Tu continues ta vie. Nous continuons la nôtre. Une rupture nette. J'avais reçu les documents 2 jours plus tôt. Un coursier les avait livrés à ma chambre d'hôpital. Un paquet à l'allure légale venant de l'avocat personnel d'Harold, demandant que je signe une renonciation volontaire à toute réclamation sur les actifs, propriétés et avoirs de la famille Andrew. Je l'avais lu 2 fois. Confuse. Si ma mère n'avait rien laissé, si Harold avait épongé ses dettes, alors à quoi exactement est-ce que je renonçais? Qu'est-ce que j'abandonne, Preston? Papa m'a dit que maman n'avait rien laissé. Un moment de silence, puis, prudemment, c'est juste une formalité. Papa réorganise le domaine pour un nouveau projet de développement. Certains vieux trusts doivent être nettoyés. Ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. Vieux trust. Je ne signe rien que je ne comprends pas, ai-je dit. Karen. J'ai dit non. Il a raccroché. Je suis restée assise là, tenant mon téléphone fissuré, et pour la première fois en 16 ans, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais méfiante. Pourquoi une famille qui prétend que vous n'avez rien a-t-elle besoin de votre signature pour le prouver? Diane est venue en personne le lendemain. Elle est arrivée comme elle arrive toujours, comme si elle venait de sortir d'une séance photo pour un magazine. Manteau crème en cachemire, gants en cuir, un petit bouquet de tulipes blanches. Elle a souri au poste des infirmières, a demandé ma chambre avec cette voix mielleuse, et je pouvais les entendre se dire quelle femme charmante. Alors que ses talons claquaient dans le couloir, elle a fermé la porte derrière elle, posé les tulipes sur le rebord de la fenêtre à côté des œillets morts. Puis elle s'est tournée vers moi, et le sourire avait disparu. Tu rends les choses difficiles, Karen. Je ne signe pas ces papiers. L'affaire de ton père se conclut dans 6 semaines. C'est le plus grand projet de sa carrière. Si tu causes des problèmes. Elle a lissé son manteau, choisissant ses mots.
Il a des relations dans chaque hôpital de la région. Membre du conseil, donateur. Une conversation, et ta petite carrière d'infirmière disparaît. Tu comprends ce que je dis? Je comprenais parfaitement. Ce n'était pas un avertissement. C'était une menace, livrée sur le même ton doux qu'elle utilisait pour me dire que ma chambre était déplacée au grenier. À quoi je renonce par ma signature, Diane? Si maman n'a rien laissé, pourquoi papa a-t-il besoin de ma signature? Quelque chose a bougé sur son visage, une lueur disparut en un instant. Parce que la société de fiducie ne va pas, elle s'est arrêtée, a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, puis, lisse comme du verre, parce que c'est juste de la paperasse. Ne réfléchis pas trop. La société de fiducie. Elle s'était entendue le dire. Je l'ai vu dans ses yeux, cette fraction de seconde de calcul, décidant si elle devait faire marche arrière ou foncer. Je ne signe rien. Je ne comprends pas, ai-je dit. Et j'ai fini d'avoir peur de cette famille. Diane a ramassé ses gants, a marché vers la porte. Tu n'as jamais été aussi intelligente que tu le penses, Karen. Ça a toujours été ton problème. Elle a fermé la porte doucement. Diane ne claque jamais les choses. Elle n'en a pas besoin, mais elle l'avait dit. Société de fiducie. Et soudain, une enveloppe déchirée au fond d'un carton de déménagement et le murmure de ma grand-mère à un enterrement. Ce n'était plus le hasard. Les jours suivants ont été le point le plus bas. Ma facture d'hôpital trônait sur la table roulante comme un petit monument à tout ce que je n'avais pas. 43 000 $. Mon compte en banque, 6 200 $. Les maths se fichaient de mes sentiments. J'ai appelé le service de facturation et arrangé un plan de paiement, 400 $ par mois, que je ne pouvais pas me permettre non plus, mais ça gardait les appels de recouvrement à distance. Mon bail expirait. Je n'avais pas de voiture. Mes économies pouvaient couvrir peut-être 6 semaines si je ne mangeais que du riz et des œufs. L'assistante sociale de l'hôpital a laissé des brochures sur les programmes d'aide financière sur mon lit, et je les ai remplies à 2 heures du matin avec un stylo qui n'arrêtait pas de manquer d'encre. Pendant ce temps, les retombées de l'email d'Harold continuaient. Une collègue de l'hôpital, quelqu'un que je considérais comme une amie, m'a envoyé un SMS, et, je ne veux pas m'impliquer, mais quelqu'un a dit que tu avais des problèmes en ce moment. Je veux juste que tu saches qu'on est là pour toi. Harold n'avait pas dit directement que j'avais des problèmes d'addiction. Il avait juste fait allusion, de cette manière prudente qui était la sienne, à des choix, des schémas et au fait d'obtenir l'aide dont elle a besoin. Il savait exactement comment planter une graine sans laisser d'empreinte digitale. J'étais assise seule dans cette chambre à 3 heures du matin, écoutant le moniteur cardiaque au bout du couloir et le bourdonnement du système de chauffage, et je pensais à ma mère. Si tu étais là, lui ai-je demandé silencieusement, me dirais-tu de continuer à essayer avec eux ou me dirais-tu de fuir? Et puis une autre pensée, plus claire, je paie une dette qui n'a jamais été la mienne. 16 ans d'excuses pour une tempête que je n'ai pas causée. J'avais 28 ans, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, et je n'avais rien. Non, ce n'est pas vrai. J'avais une question, et cette question valait tout. Grant a appelé à 23 heures un mardi, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Corée? Sa voix était basse, précipitée. J'utilise le téléphone d'un ami. Papa a mis quelque chose sur ma ligne. Je ne sais pas. Une sorte de traceur familial. Il verrait que je t'ai appelé. Grant, est-ce que ça va? Écoute-moi. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps et je ne l'ai pas fait parce que j'étais. Parce que je suis un lâche. D'accord, je le sais. Mais tu dois entendre ça. Je pouvais l'entendre respirer fort, comme s'il avait couru ou essayait de ne pas pleurer. Mon petit frère, 26 ans est toujours terrifié par notre père. Avant que grand-mère Eleanor ne meure, elle m'a dit quelque chose. Elle a dit, maman a laissé quelque chose pour toi. Quelque chose de réel. Quelque chose que papa était censé te donner quand tu aurais 25 ans. Il ne l'a jamais fait. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. 25 ans. J'en avais 28 maintenant. 3 ans passés. C'était quoi? Je ne connais pas les détails, mais j'ai trouvé des papiers dans le bureau de papa une fois, dans le tiroir du bas de son bureau, celui qu'il garde verrouillé. Ils avaient un logo dessus. Une sorte de trust ou de société financière. Je ne me souviens pas du nom exact, mais ça commençait par Hartford ou Hartwell,
peut-être, quelque chose comme ça. Tout mon corps s'est refroidi. L'enveloppe déchirée, le logo que j'avais jeté. Papa m'a surpris en train de regarder, a continué Grant, sa voix baissant encore plus. Il m'a attrapé le bras si fort que ça a fait un bleu. Il a dit que si jamais je mentionnais encore les papiers de maman, il me couperait les vivres complètement. C'est la fois où je l'ai vu le plus en colère. Pas en criant. Calme, comme de la glace. J'ai entendu une voix en arrière-plan. Diane appelant le nom de Grant. Je dois y aller. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. La ligne a coupé. J'avais un nom maintenant, une société de fiducie. Et pour la première fois, j'avais une cible. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté allongé dans le noir, téléphone appuyé contre mon pichet d'eau, et j'ai cherché sur Google toutes les variations auxquelles je pouvais penser. Hartford Trust Company, Connecticut, Hartwell Financial Trust, Trust Management Connecticut. Mes mains tremblaient, en partie à cause des lésions nerveuses résiduelles dans mon bras gauche, en partie à cause d'autres choses. Sur la deuxième page de résultats, je l'ai trouvé. Hartfield Trust and Fiduciary Service, Hartford, Connecticut. Le logo correspondait. J'en étais certaine, la même police avec empattement, le même blason bleu marine et or, le même logo que l'enveloppe déchirée dans mon carton de déménagement. À 9h01 le lendemain matin, au moment où leur bureau ouvrait, j'ai appelé. Une réceptionniste a répondu. Professionnelle, agréable. Je lui ai donné mon nom. Karen Andrew. J'appelle au sujet d'un trust qui pourrait être à mon nom. Je n'ai pas le numéro de compte. Je suis désolé. Je ne sais pas vraiment. Une pause. Le bruit de la frappe au clavier. Puis sa voix a changé. Plus chaleureuse. Et autre chose. De l'inquiétude. Mademoiselle Andrew. Veuillez patienter un instant. 30 secondes de musique d'attente. Puis une voix d'homme, plus âgé, stable, le genre de voix qui a passé des décennies dans des salles de conférence. Mademoiselle Andrew? Je m'appelle Richard Callaway. Je suis l'administrateur du Trust irrévocable Margaret Ellis Andrew. J'essaie de vous joindre depuis 3 ans. Je ne pouvais pas parler. Nous avons envoyé des lettres recommandées à votre adresse enregistrée, la résidence de votre père à Greenwich, à 3 reprises. Chacune a été signée et acceptée, mais vous n'avez jamais répondu. Je commençais à penser que vous ne vouliez pas être trouvé. Qui a signé pour elle, ai-je chuchoté. Un bruissement de papier. La signature indique Diane Andrew, à chaque fois. La pièce a basculé. J'ai attrapé la barre du lit. Monsieur Callaway, ai-je dit, j'ai besoin que vous me disiez tout. Et il a dit doucement, votre mère avait anticipé cette possibilité, mademoiselle Andrew. C'est exactement pourquoi elle a rendu le trust irrévocable. 2 jours plus tard, Richard Callaway est entré dans ma chambre d'hôpital, portant une mallette en cuir brun qui semblait plus vieille que moi. Derrière lui se trouvait un homme que je n'avais jamais vu. Plus jeune, peut-être la fin de la quarantaine, dans un costume bleu marine avec une petite épingle argentée sur son revers qui disait Hartfield Trust. Il s'est présenté comme Thomas Whitfield, officier fiduciaire principal. L'homme au costume gris. Enfin, bleu marine, assez proche. Callaway s'est assis sur la chaise visiteur, la première personne à l'utiliser réellement depuis mon réveil. Il a ouvert sa mallette sur la table roulante, déplaçant mon gobelet d'eau avec un « puis-je » silencieux qui contenait plus de courtoisie que mon père ne m'en avait montré en une décennie. Mademoiselle Andrew, a-t-il commencé. Votre mère, Margaret Ellis Andrew, a établi un trust irrévocable en 2008, 2 ans avant sa mort. Vous êtes la seule bénéficiaire. Le trust a été financé par votre grand-mère maternelle, Eleanor Ellis, et contient 2 actifs principaux. Il a placé le premier document sur la table, une copie de l'acte de fiducie, 46 pages, avec la signature de ma mère en bas. Premièrement, un compte d'investissement actuellement évalué à environ 2,1 millions de dollars. J'ai arrêté de respirer. Deuxièmement, il a placé un autre document à côté, un titre de propriété tamponné et enregistré auprès du greffier du comté. La propriété immobilière au 14 Edgewater Lane, Greenwich, Connecticut. Je l'ai fixé. C'est la maison de mon père. Non, mademoiselle Andrew, ce n'est pas le cas.
La voix de Callaway était précise, pas méchante. Votre mère a acheté cette maison en 2004, 2 ans avant d'épouser votre père, en utilisant des fonds de son héritage familial. Un contrat de mariage l'a maintenue comme bien propre. À sa mort, elle a été transférée dans le trust. Votre père vit dans cette maison depuis 16 ans, mais il ne l'a jamais possédée. Thomas Whitfield a placé un 3e élément sur la table. 3 avis de réception de courrier recommandés, chacun signé Diane Andrew. Votre père ne vous a pas simplement oublié, Karen, a dit Callaway doucement. Il a utilisé ce qui était à vous pour construire ce qu'il croit être à lui. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Les documents restaient sur ce plateau d'hôpital comme des artefacts d'une autre vie, une vie où ma mère pensait encore à moi, me protégeait encore, même depuis la tombe. L'acte de fiducie avait son écriture dans les marges, de petites notes à son avocat, des initiales à l'encre bleue. J'en ai tracé une du bout du doigt. Elle savait, ai-je dit, et ma voix s'est brisée. Elle savait ce qu'il était. Callaway a hoché la tête. Votre mère était une femme prudente. Elle est venue me voir avant le mariage et a dit très clairement qu'elle voulait que sa fille soit pourvue, quoi qu'il arrive. Elle n'a pas élaboré. Elle n'en avait pas besoin. J'ai pensé à ma grand-mère, Eleanor, aux funérailles, se penchant tout près, chuchotant, ta mère a fait en sorte que tu sois à l'abri du besoin. J'avais 12 ans. Je pensais qu'elle parlait du paradis. Les larmes sont venues alors, pas les pleurs impuissants et creux de la nuit où je m'étais réveillé, mais quelque chose de plus profond, comme un barrage cédant après des années de pression. J'ai pleuré parce que ma mère m'avait assez aimé pour planifier cela. J'ai pleuré parce que mon père m'avait assez détesté pour le cacher. Et j'ai pleuré parce que j'avais passé 16 ans à m'excuser d'exister dans une maison qui était la mienne. Callaway et Whitfield ont attendu. Ils ne m'ont pas pressé. Quand j'ai finalement essuyé mon visage avec le dos de ma main, celle sans le plâtre, Callaway a demandé, « Que souhaitez-vous faire ?» Je l'ai regardé, lui, le titre de propriété, les papiers du trust, les reçus recommandés avec les signatures volées de Diane. Je veux ce qui est à moi. Et je veux qu'il l'entende de ma bouche, pas d'une lettre. Callaway a fouillé dans sa mallette et a sorti une enveloppe ivoire, épaisse, embossée. Une invitation. Le gala de charité de la Fondation Andrew. Harold était mis à l'honneur. Alors nous devons parler du timing, a-t-il dit. Callaway a exposé la situation clairement, comme j'imaginais qu'il exposait chaque dossier. Pas de drame, juste des faits. Harold avait utilisé la propriété de Greenwich, ma propriété, comme garantie pour un prêt de développement commercial de 4,5 millions de dollars. Il avait soumis des documents au prêteur prétendant être propriétaire, mais le titre était au nom de ma mère, transféré au trust à sa mort. Harold n'avait jamais détenu le titre. Ce qu'il avait fait était au minimum une fausse déclaration de propriété d'actifs. Au pire, c'était une fraude hypothécaire. Le prêteur est First Capital Régional, a déclaré Whitfield en ouvrant un dossier avec l'entête de la banque. S'il découvre que la garantie n'appartient pas à M. Andrew, le prêt est nul. L'affaire s'effondre. Que dois-je faire, ai-je demandé. Légalement, 2 choses, a dit Callaway. 1. Nous déposons une notification formelle auprès de First Capital indiquant que la propriété utilisée comme garantie est détenue en fiducie et n'a jamais été disponible comme sûreté. 2. Nous demandons le transfert du contrôle opérationnel des actifs du trust à vous, ce qui aurait dû se produire il y a 3 ans lorsque vous avez eu 25 ans. Il a fait une pause. Les 2 actions sont simples. La question est comment et quand. Je lui ai dit que je ne voulais tendre d'embuscade à personne. Je ne voulais pas de spectacle. Mais je ne voulais pas non plus faire sa part des lettres qu'Harold pourrait intercepter, ou des appels téléphoniques qu'il pourrait nier, ou des avocats qu'il pourrait retarder avec ses propres avocats pendant des mois pendant que je dormais dans ma voiture. Je veux que la vérité soit dans la pièce où il ment habituellement, ai-je dit. Callaway m'a étudié un instant. Puis il a dit, le gala est dans 12 jours. Harold est honoré. L'affaire doit être formellement annoncée ce soir-là. Des représentants de First Capital seront présents. Il a placé le titre de propriété au sommet de la pile. Je pouvais voir le sceau du comté. La date 2004, 2 ans avant le mariage, le nom de ma mère en caractères clairs. Votre mère a préparé le bouclier, Karen. Je suis simplement ici pour m'assurer que vous savez que vous le tenez. J'ai reçu mon congé un jeudi. Grant a aidé discrètement,
comme Grant fait tout. Il a réservé une chambre dans un Hampton Inn à Hartford en utilisant sa propre carte et m'a envoyé le numéro de confirmation par SMS depuis un téléphone prépayé qu'il avait acheté dans une station-service. Ne le dis pas à papa, a-t-il dit. Et je n'ai pas souligné l'absurdité de cette phrase, que nous étions des adultes, nous cachant de notre propre père comme des fugitifs. La chambre d'hôtel était petite, propre, anonyme, un lit queen avec un couvre-lit floral, une cafetière avec 2 paquets de café offerts, une fenêtre qui donnait sur un parking. C'était l'endroit le plus paisible où j'avais été depuis des semaines. J'ai passé les 3 premiers jours juste à guérir. Marchant en rond dans le couloir en chaussettes parce que mes côtes hurlaient chaque fois que je prenais une grande inspiration. Mangeant de la soupe du dîner d'à côté. Dormant 12 heures d'affilée parce que mon corps se recousait encore. Le 4e jour, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain et j'ai pratiqué. Pas un discours. Je ne suis pas une personne à discours. Juste les phrases dont j'avais besoin. 3, peut-être 4. Je les ai dites à mon reflet jusqu'à ce qu'elles arrêtent de trembler. Callaway m'avait fait passer un dossier manille. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout. L'acte de fiducie, le titre de propriété, les reçus recommandés, le contrat de mariage, et une autre chose que je n'avais pas demandé. Une copie du rapport de police de l'accident du 7 mars, il y a 16 ans. J'ai tenu ce rapport pendant 20 minutes avant de l'ouvrir. Mes mains tremblaient. Je savais d'une manière ou d'une autre que ce qui était à l'intérieur changerait quelque chose de fondamental. Pas au sujet de l'argent ou de la maison, mais au sujet de l'histoire que je me racontais depuis que j'avais 12 ans. Je n'étais pas prête. Pas encore. Le gala était dans 10 jours. Et quelque part à Greenwich, mon père répétait son discours d'acceptation, debout dans une maison qui ne lui appartenait pas, se préparant à annoncer une affaire bâtie sur un mensonge. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Mais honnêtement, moi non plus. Le gala de charité de la Fondation Andrew se tenait au Delamare, l'hôtel-boutique le plus exclusif de Greenwich. Je le sais parce que l'invitation que Callaway m'avait donnée le décrivait en détail. Cocktail à 18 h, dîner à 19h30, programme à 20 h, tenue de soirée souhaitée, service de voiturier disponible. Je suis arrivé à 20h15. Je n'ai pas pris le voiturier. Depuis le hall, je pouvais l'entendre. Le bourdonnement sourd de 200 personnes dans une salle de bal, le tintement des flûtes de champagne, un quatuor à cordes jouant quelque chose de bon goût et oubliable. À travers les doubles portes, j'ai aperçu des bribes de la salle. Plafond cathédral, lustre en cristal projetant des cercles chauds sur des nappes blanches, arrangement de lys blanc et d'hortensia sur chaque surface. Le genre d'événement où les fleurs seules coûtent plus cher que mon loyer mensuel. Harold était sur scène. Il se tenait derrière un podium drapé de tissu bleu marine, portant un costume Brioni que je l'avais vu essayer chez le tailleur de Greenwich il y a 3 ans. Diane était à la table d'honneur dans une robe Valentino noire, ses cheveux relevés, des clous d'oreilles en diamant accrochant la lumière. Preston était assis à côté d'elle, ayant l'air que Preston a toujours, comme s'il pensait déjà à sa prochaine réunion. Le maître de cérémonie, un conseiller municipal, était au milieu de l'introduction, un philanthrope, un promoteur visionnaire, et surtout, un père de famille dévoué, Harold Andrew. Applaudissements. Standing ovation des tables du premier rang. Harold a pris le micro. Il a remercié la fondation. Il a remercié sa belle épouse, Diane. Il a remercié mon fils, Preston, qui portera le nom des Andrew vers l'avenir. Il a fait un geste large, magnanime, comme les hommes comme Harold le font quand ils croient que la salle leur appartient. Puis il l'a dit. Ce projet de développement est construit sur des terres et des actifs qui sont dans ma famille depuis des décennies. Tout ce que j'ai, je l'ai construit de mes propres mains. Je me tenais au fond de cette salle de bal, à côté de Richard Callaway et Thomas Whitfield, et j'ai regardé mon père mentir à 200 personnes. C'était le dernier mensonge qu'il raconterait dans cette pièce. J'ai attendu que les applaudissements s'estompent et que le personnel de service commence à verser la tournée suivante. Puis je suis entré. Je n'étais pas habillé pour un gala. Je portais un blazer sombre sur un chemisier blanc, la chose la plus correcte que je possédais qui passait encore par-dessus mon plâtre, et un pantalon noir. Mes cheveux étaient en chignon bas, simple, serré. Pas de bijoux, sauf une paire de petits clous en argent qui avaient appartenu à ma mère. J'ai marché lentement, en partie parce que la salle était longue,
et en partie parce que mes côtes envoyaient encore un rappel aigu à chaque pas. Callaway était à ma gauche, mallette à la main, costume gris repassé. Whitfield à ma droite, son épingle Hartfield Trust accrochant la lumière du lustre. Nous devions ressembler à un cortège étrange, une femme amochée et deux hommes en costume, traversant une mer de robes de soirée et de smoking. Les têtes se tournaient, les conversations s'arrêtaient au milieu des phrases. J'ai entendu quelqu'un chuchoter, c'est la fille d'Harold. Diane m'a vu la première. J'ai vu la couleur quitter son visage en temps réel. Un effacement lent et descendant, comme si quelqu'un avait tiré une prise. Elle s'est penchée vers Harold et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Harold s'est tourné. Son visage public, celui fait pour les galas et les poignées de main, a vacillé, puis s'est réinitialisé. Il est descendu du podium, sa coupe de champagne toujours à la main, souriant comme on sourit quand on a besoin que 200 personnes pensent que tout va bien. Karen. Sa voix était chaleureuse, projetée. Quelle surprise. Je ne pensais pas que tu étais assez bien pour sortir. La salle observait. J'ai regardé mon père, cet homme qui m'avait laissé un mot sur une table de chevet, qui m'avait dit à 12 ans que j'avais tué ma mère, qui avait vécu dans sa maison, dépensé son argent, effacé sa mémoire et appelé ça la sienne. Je suis debout, papa, ai-je dit. C'est plus que ce que tu avais prévu. Le silence qui a suivi a rempli chaque coin de la pièce. Le sourire d'Harold s'est tendu. Je connaissais ce regard, celui qu'il utilisait quand une réunion ne se passait pas comme il voulait, mais que le client était encore dans la pièce. Le contrôle a tout pris. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Karen, a-t-il dit assez bas pour sembler privé, assez fort pour que les tables les plus proches entendent chaque mot. Pourquoi ne sortons-nous pas pour parler? Tu as eu 28 ans pour parler dehors, ai-je dit. Tu m'as laissé un mot. Un murmure a parcouru la foule. Les gens ont posé leurs fourchettes. Diane était déjà sur ses pieds, traversant vers nous avec ce sourire verrouillé en place. Celui qui dit tout va bien, rien à voir. Karen, ma chérie, tu as clairement traversé beaucoup de choses. Elle a touché mon bras doucement, de manière performative. Peut-être que tu devrais t'asseoir. Tu n'as pas l'air bien. Je me suis tourné vers elle. J'ai gardé ma voix égale. Diane, j'aimerais que tu expliques à tout le monde ici pourquoi tu as signé pour du courrier recommandé qui m'était adressé, 3 fois, et ne me l'a jamais dit. La main sur mon bras s'est raidie. Les lèvres de Diane se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Le sourire d'Harold a disparu. De quoi parle-t-elle? Avant que Diane ne puisse répondre, Richard Callaway s'est avancé. Il a déboutonné sa veste de costume avec l'aisance rodée d'un homme qui s'était tenu dans un millier de salles exactement comme celle-ci. Il a hoché poliment la tête vers les tables les plus proches de nous. Bonsoir. Je m'appelle Richard Callaway. Je suis l'administrateur du Trust irrévocable Margaret Ellis Andrew, établi en 2008 par la défunte Madame Andrew. Il a regardé directement Harold. Ma cliente, votre fille, est la seule bénéficiaire d'un trust que vous étiez légalement obligé de lui divulguer il y a 6 ans. Il a fait une pause. Devons-nous continuer ici, monsieur Andrew, ou préféreriez-vous sortir? Harold n'a pas bougé. Sa mâchoire était verrouillée, sa coupe de champagne figée au niveau de la poitrine. 200 personnes attendaient. Il a choisi de rester. Bien sûr qu'il l'a fait. Les hommes comme Harold ne quittent pas les pièces. Ils croient que la salle sera toujours de leur côté. C'était sa deuxième erreur. C'est absurde, a dit Harold, sa voix portait. Il s'en est assuré. Il a posé sa coupe de champagne sur la table la plus proche et s'est tourné pour faire face à Callaway avec la posture d'un homme habitué à gagner les disputes par sa simple présence. Ma défunte femme n'avait pas de trust. Quoi que cette femme vous ait dit, elle est soit confuse, soit manipulée. Cette femme. Il m'a appelé cette femme devant 200 personnes. Callaway n'a pas bronché. Il a ouvert sa mallette sur le bord de la table la plus proche, entre une assiette à pain et un verre d'eau en cristal, et a disposé 3 documents en une rangée soignée. Ceci, a-t-il dit, est l'acte de fiducie original signé par Margaret Ellis Andrew et notarié le 14 octobre 2008. Ceci est le titre de propriété du 14 Edgewater Lane, Greenwich, enregistré auprès du greffier du comté le 21 mars 2004, 2 ans avant votre mariage.
Et ceci sont 3 reçus de courrier recommandés envoyés à cette même adresse, destinés à votre fille. Chacun signé par Diane Andrew. La salle était devenue si silencieuse que je pouvais entendre la glace fondre dans le verre d'eau de quelqu'un. Harold a jeté un coup d'œil au document. J'ai vu son expression changer juste un peu, juste une seconde, passant du mépris à la reconnaissance. Il connaissait ses papiers. Il était au courant depuis le début. À la table VIP, un grand homme en costume sombre s'est levé. J'ai appris plus tard que son nom était Hargrove, un cadre supérieur de First Capital Régional. La banque qui finançait l'affaire de 4,5 millions d'Harold. Harold, a dit Hargrove, la propriété que vous avez soumise comme garantie est-elle la même propriété référencée dans ces documents? La bouche d'Harold s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Preston, assis à la table familiale, s'est penché en avant. Papa, qu'est-ce qui se passe? Harold a regardé Callaway, le titre, moi. Cette maison est à moi, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu quelque chose. J'y vis depuis 16 ans. Vivre dans une maison et la posséder, a dit Callaway doucement, sont 2 choses très différentes, monsieur Andrew. La salle a craqué. Pas bruyamment. C'était Greenwich, après tout, mais je l'ai entendu. Le bourdonnement sourd de 200 personnes recalculant tout ce qu'elles pensaient savoir sur Harold Andrew. Les chaises ont grincé alors que les gens bougeaient pour regarder. Des téléphones sont apparus sous les tables. Quelqu'un près du fond s'est levé pour avoir une meilleure vue. Hargrove, le banquier, a marché de sa table VIP jusqu'à l'endroit où nous nous tenions. Son visage était le vide contrôlé d'un homme dont l'institution venait d'apprendre que leur prêt de 4,5 millions de dollars était construit sur une garantie qui n'existait pas. Monsieur Andrew, a-t-il dit, et sa voix était très calme. Si la propriété que vous avez promise en garantie est détenue dans un trust irrévocable et n'a jamais été légalement vôtre pour être offerte, nous ne pouvons pas procéder à la transaction. L'affaire est suspendue. Avec effet immédiat. Notre équipe juridique prendra contact lundi matin. Le visage d'Harold est devenu blanc. Pas rose, pas rouge, blanc. Le sang est simplement parti. Robert, écoutez-moi, a commencé Harold. J'en ai assez entendu ce soir, a dit Hargrove. Il a ajusté ses manchettes. Je vous suggère de parler avec votre avocat avant de me parler à nouveau. Il est retourné à sa table, a ramassé son manteau, et a quitté la salle de bal sans se retourner. Et puis Diane s'est retournée contre Harold. Je n'avais jamais entendu sa voix à cette hauteur, à vif, dépouillée de toute couche de douceur en cachemire. Tu m'as dit que la maison était à toi, a-t-elle sifflé. Tu m'as dit que les papiers étaient gérés. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien à craindre. Harold, Diane, pas maintenant. J'ai signé ces lettres parce que tu m'as dit de le faire. Tu as dit que c'était de la vieille paperasse. Rien d'important. Diane, arrête de parler. Mais c'était trop tard. 200 personnes venaient d'entendre Diane admettre avec ses propres mots qu'Harold lui avait donné l'ordre d'intercepter mon courrier. La salle n'a pas halté. Elle a juste absorbé. Et j'ai regardé, à 1,50 mètres de distance, tout ce que mon père avait construit se transformer en verre et se briser sur le sol de la salle de bal. J'aurais pu m'arrêter là. L'affaire était faite. La vérité sur la maison était sortie. Callaway avait ce dont il avait besoin. Mais il y avait une dernière chose. Le document que je portais dans la poche intérieure de mon blazer depuis que je l'avais finalement lu, seul dans ce Hampton Inn, 3 nuits auparavant. Il y a autre chose, ai-je dit. Harold m'a regardé. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas l'anxiété calculatrice et contrôlée d'un homme perdant une affaire, mais une vraie peur. Le genre qui vient quand on réalise que le mensonge sur lequel on a bâti sa vie est sur le point d'être dit à voix haute. J'ai sorti le rapport de police de l'accident. Mes mains étaient stables. Je m'étais entraîné pour ça pendant 16 ans. J'ai dit, tu m'as dit que ma mère était morte à cause de moi. Tu m'as dit qu'elle avait pris la voiture sous cette tempête parce que je l'avais appelée. Tu m'as laissé porter ça. Tu l'as utilisé. Chaque fois que je te questionnais, chaque fois que je résistais, tu ramenais ça sur le tapis. Ta mère a pris la voiture sous cette tempête à cause de toi. Je l'ai entendu tellement de fois que j'ai commencé à en rêver. La salle était absolument immobile. Le rapport de police de cette nuit-là dit quelque chose de différent. Je l'ai tenu en l'air.
Il dit que toi, Harold Andrew, tu avais accepté de venir me chercher au récital de l'école à 8h30. Il dit que ma mère a appelé ton téléphone portable 5 fois entre 8h45 et 9h10. Tu n'as jamais répondu parce que tu étais à une partie de poker sur Fairfield Avenue et que tu avais éteint ton téléphone. Je l'ai regardé. Maman n'a pas conduit dans cette tempête parce que je l'ai appelée. Elle y est allée parce que tu ne t'es pas montré. Et ensuite, tu as blâmé une fille de 12 ans pour couvrir ta propre culpabilité. La bouche d'Harold a bougé, mais aucun son n'est sorti. Derrière lui, à la table familiale, Grant fixait le sol, des larmes coulant sur son visage. Preston était assis, figé, sa main à plat sur la nappe comme si la table était la seule chose qui le maintenait debout. Je n'ai pas demandé d'excuses. J'avais arrêté d'attendre ça il y a longtemps. Le mensonge s'arrête ce soir, ai-je dit. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'attendais pas. Grant s'est levé. Il était assis à la table familiale toute la soirée, silencieux, comme il l'était toujours à ces événements. Présent mais invisible, le second fils, qui ne défiait jamais Harold, qui avalait ses mots et suivait le mouvement. J'avais passé des années à être frustré contre lui pour ça, et des années à le comprendre parce que j'avais fait la même chose. Mais il s'est levé, a reculé sa chaise lentement, a essuyé son visage avec le dos de sa main, et s'est éloigné de la table de notre père, vers moi. Chaque tête dans la salle s'est tournée pour le suivre. Il s'est arrêté devant moi, et sa voix s'est brisée sur le premier mot. Je savais, a-t-il dit. Pas à moi, à la salle. Pas tout, mais assez. Je savais qu'il y avait des papiers que papa cachait. Je savais que quelque chose clochait dans la façon dont il parlait de maman, et j'avais trop peur pour dire quoi que ce soit. Il m'a regardé, les yeux rouges. Corey, je suis désolé. J'aurais dû être plus courageux. J'aurais dû être ton frère. La voix d'Harold a traversé la pièce comme une lame. Grant, assieds-toi. Grant s'est tourné pour lui faire face. Mon frère de 26 ans, qui n'avait jamais désobéi à Harold Andrew de sa vie, a regardé notre père et a dit très doucement, « Non, papa. » J'ai fini de m'asseoir. Diane a tendu la main vers le bras de Grant, réflexe, possessif. Il s'est dégagé. Tu as intercepté son courrier, Diane. Ne me touche pas. Grant est venu et s'est tenu à côté de moi. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois en 16 ans, je ne me tenais pas seul dans une pièce remplie de gens qui avaient décidé que je ne comptais pas. J'ai senti sa main frôler la mienne, juste brièvement. La façon dont on cherche quelqu'un quand on veut qu'il sache qu'on est là sans faire de scène. Quelques invités près du fond de la salle de bal ont posé leurs serviettes. Un couple s'est levé et a marché vers notre côté de la salle. Puis un autre, pas beaucoup, peut-être 8, 10 personnes, mais assez. Harold Andrew s'est assis. Pas dramatiquement. Il n'y a pas eu de vacillement, pas de main sur la poitrine. Il a simplement tiré une chaise à la table vide la plus proche et s'est assis. Son costume Brioni était toujours parfaitement repassé. Ses cheveux étaient toujours en place, mais quelque chose derrière ses yeux s'était assombri, comme une maison où quelqu'un aurait éteint toutes les lumières d'un coup. Il n'a pas parlé. Pas de défense, pas de contre-attaque, pas de tu ne comprends pas. Juste le silence. Et venant d'un homme qui avait contrôlé chaque pièce où il était entré, ce silence en disait plus que n'importe quel aveu. Diane était déjà partie. J'ai vu la traîne de sa robe Valentino disparaître par la sortie de service, ses talons claquant au pas de charge sur le carrelage. Elle n'a pas regardé en arrière. Preston a suivi 3 secondes plus tard, téléphone déjà à l'oreille. Appelant qui? Je ne sais pas. Un avocat, probablement. Peut-être sa mère. L'enfant doré. Réalisant enfin que le trône qu'on lui avait promis était bâti sur un terrain emprunté. Callaway s'est avancé, a parlé brièvement à l'un des associés d'Hargrove qui était resté derrière, et a remis une carte. Je l'ai entendu dire, mon bureau enverra la documentation formelle à First Capital lundi. Les registres du comté sont publics. Calme, professionnel, final. J'ai regardé mon père une dernière fois. Il était assis seul à une table dressée pour 10. Le champagne était encore froid dans les verres autour de lui. Les lys étaient encore frais. Le programme sur son assiette disait encore « Hommage à Harold Andrew, un héritage de leadership ». J'ai pensé à dire quelque chose,
Une phrase finale, une phrase définitive qui fermerait le livre sur 28 ans de silence, de culpabilité, et d'essais ratés pour compter à leurs yeux. Mais je ne l'ai pas fait. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis tourné et suis sorti, mon frère à mes côtés, à travers une salle de bal qui commençait déjà à murmurer à nouveau. Le son d'une histoire en train d'être racontée en temps réel. Je pensais que je ressentirais du triomphe. Ce n'était pas le cas. Ce que je ressentais était calme, comme une pièce après une tempête. Voici ce qui s'est passé dans les 3 mois après cette nuit-là. Callaway a déposé la requête formelle de transfert du trust le lundi suivant. Comme le trust était irrévocable, et que j'étais la bénéficiaire nommée, le processus a été propre, retardé seulement par le volume pur de documentation que le côté d'Harold a essayé de lancer contre. Son avocat a demandé des extensions 2 fois. Le tribunal a refusé les 2. Début juin, j'avais le contrôle total des actifs du trust, le compte d'investissement, maintenant évalué à 2,13 millions de dollars après des années de croissance modeste et régulière, et le titre de propriété du 14 Edgewater Lane. Harold a été formellement notifié que sa résidence dans la propriété était à la discrétion du bénéficiaire du trust. Je lui ai donné 30 jours pour vider les lieux. C'était plus qu'il ne m'avait donné. First Capital Regional a annulé le prêt de développement de 4,5 millions de dollars. Leur équipe juridique a renvoyé le dossier d'Harold au bureau du procureur général de l'État pour examen d'une potentielle fraude hypothécaire et fausse déclaration de garantie. Son propre avocat lui a conseillé de régler l'affaire avant qu'elle ne s'aggrave. Les frais juridiques seuls, m'a-t-on dit, devaient dépasser 200 000 dollars. Diane a demandé le divorce mi-mai. Son avocat a cité des différends irréconciliables, mais le timing racontait la vraie histoire. Quand l'argent a disparu, Diane aussi. J'aurais eu pitié d'Harold si j'étais une personne plus généreuse, mais j'avais vu le mot sur ma table de chevet trop récemment pour la générosité. Preston m'a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal de 4 minutes, plein de pauses et de raclements de gorge qui revenaient à dire « Je ne connaissais pas toute l'histoire, Karen. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. » Je l'ai effacé. Pas par rancune, par clarté. Preston avait passé toute sa vie adulte à choisir le côté gagnant. Maintenant que les camps avaient changé, son appel n'était pas du remords. C'était un repositionnement. Le gala de charité de la Fondation Andrew n'a pas eu lieu l'année suivante. Personne ne s'est porté volontaire pour l'organiser. J'ai vendu la maison de Greenwich en juillet. Je sais que certaines personnes pourraient trouver ça étrange, une propriété de 3,2 millions de dollars, l'endroit où j'ai grandi, la dernière chose physique que ma mère a touchée. Mais cette maison contenait plus de fantômes que de souvenirs. Chaque couloir, chaque pièce, chaque latte de plancher était superposée d'années de silence et de petitesse. La chambre du grenier avec le plafond mansardé, la cuisine où je faisais la vaisselle de Thanksgiving pendant que Preston montrait sa voiture. La porte d'entrée que Diane a fermée sur mon visage. Je n'avais pas besoin d'un manoir. J'avais besoin d'une vie qui était la mienne. J'ai trouvé un appartement à West Hartford. 2 chambres, parquet, grandes fenêtres qui remplissent le salon de lumière matinale. C'est un 3e étage sans ascenseur, ce contre quoi mes côtes ont protesté le premier mois, mais je m'en fichais. J'ai signé le bail avec mon propre nom. Et quand j'ai posé mon sac sur le sol vide, je suis resté là 1 minute entière, juste à respirer. Je suis retourné aux soins infirmiers. Un nouvel hôpital, une nouvelle équipe, un badge tout neuf qui disait Andrew, RN, et rien d'autre. Personne ici ne connaît le gala, ou le trust, ou la maison à Greenwich. Ils me connaissent comme l'infirmière de nuit qui est douée en cas de crise et qui apporte du pain à la banane fait maison aux réunions du personnel. C'est assez. Grant et moi dînons ensemble tous les jeudis. Nous allons au même endroit italien près de son appartement. Nappe à carreaux rouges, bougies et bouteilles de vin. Le genre de restaurant où personne n'essaie d'impressionner personne. Nous parlons de choses vraies maintenant, pas des échanges prudents et superficiels que nous avions l'habitude d'avoir pendant qu'Harold surveillait chaque conversation. Des choses vraies, des choses difficiles. Il a commencé une thérapie en avril. J'ai commencé en mai. Et sur mon étagère, à côté d'une petite plante de jade et d'une pile de romans que j'ai l'intention de lire, se trouve une photo encadrée de ma mère. Cadre en argent, simple. Elle rit, me tenant bébé, sa montre Cartier brillant au soleil. Pour la première fois en 16 ans,
Je regarde cette photo, et je ne ressens pas de culpabilité. Je ressens de la gratitude. J'ai passé 16 ans à m'excuser d'exister. J'ai cru à la version de l'histoire de mon père, que j'étais la raison pour laquelle ma mère était morte, que je méritais moins, que je devrais être reconnaissante pour les miettes que la table familiale offrait. J'ai construit toute mon identité autour du fait d'être désolé. Le jour où j'ai arrêté a été le jour où j'ai commencé à vivre. Si vous êtes toujours là, et j'espère que vous l'êtes, merci, non pas d'avoir regardé, mais d'avoir écouté. Il y a une différence, et elle compte. Je ne sais pas à quoi ressemble votre version de ce mot sur la table de chevet. Peut-être que c'est un texto qui n'a jamais reçu de réponse. Peut-être que c'est une porte qui n'a jamais été ouverte. Peut-être que c'est un silence qui s'est étiré si longtemps que vous avez commencé à penser que c'est normal. Je ne connais pas votre histoire, mais je sais ceci, vous n'êtes pas l'histoire que quelqu'un d'autre a écrite sur vous. Vous n'êtes pas le nom qu'ils vous ont donné à la table du dîner, ou la chaise qu'ils n'ont pas mise, ou le courrier qu'ils ont intercepté avant que vous ne puissiez le lire. Je n'ai pas gagné parce que j'étais plus intelligente ou plus bruyante. Je n'ai pas gagné parce que j'ai fait irruption avec un plan de vengeance brillant. J'ai gagné parce que ma mère avait pensé à l'avenir, et parce qu'un matin, dans un lit d'hôpital, tenant un mot qui disait bonne chance, j'ai décidé que j'avais fini d'être désolé. Ma mère m'a laissé plus que de l'argent. Elle m'a laissé la preuve que quelqu'un a pensé un jour que je valais la peine d'être protégé, et c'était suffisant pour me le faire croire moi-même. Je m'appelle Karen Andrew. J'ai grandi dans une maison qui s'est avérée être la mienne. J'ai été élevé par un homme qui m'a dit que je n'étais rien, et une mère qui a silencieusement fait en sorte que j'ai toujours tout. Et maintenant, pour la première fois, ce nom est le mien. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, laissez un commentaire. Je lis tout le monde. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, une sœur, une fille, une amie qui est toujours assise dans ce hall à attendre que quelqu'un se montre, partagez-le avec elle. Il y a plus d'histoires dans la description avec lesquelles je pense que vous connecterez. Merci d'être là.